La clôture, tenez-le bien, ne le lâchez surtout pas. Tiens, brigand, prends encore ce bon coup sur la gueule. Faites attention, il va vous échapper. Pas de danger, je lui tiens le bras solidement tourné dans le dos. Et déguste donc cette carcasse de mon 45 fillettes dans les tripes, mon salaud. N'y allez pas trop fort, vous pourriez le tuer. Ne t'en fais pas, mon pote, les crapauds de ce genre ne crèvent pas aussi facilement. Lorsque l'on emmena le pauvre diable, rué de coups et pissant le sang de partout, les voisins alertés par le vacarme, et qui étaient venus s'enquérir de ce qui se passait dans leur quartier à cette heure tardive, commentaient avec animation de ce qu'ils avaient vu et entendu. C'est un voleur que l'on a surpris alors qu'il tentait de s'introduire chez les Lupemba. Pour une fois, la gendarmerie s'est montrée à la hauteur de sa tâche. Ce n'était pas bien difficile puisque ce malfaiteur agissait seul. Vous avez remarqué ce culot? Il prétendait s'appeler Lupemba comme le propriétaire. Cela vous étonne. Ces bandits ont toutes les audaces. Si on l'avait écouté, il vous aurait bien affirmé être le procureur de la République en personne. Heureusement que nos gendarmes ne s'en laissent pas compter. Lupemba était un des petits débrouillards qui avait trouvé sa voie à Kinshasa. Maraîcher de profession, il s'était peu à peu poussé dans la vente des légumes en gros. Rapidement, il s'imposa comme l'un des principaux pourvoyeurs des grands marchés de la capitale congolaise. Enfin, lorsqu'il sentit les reins suffisamment solides, il acquit un grand magasin d'alimentation générale. Le nouveau commerçant, ayant désormais franchi le seuil de la renommée et de la respectabilité, entrait de plein pied dans la caste de la sacro-sainte bourgeoisie bantoue. Cette promotion sociale, ainsi que l'exigeant les habitudes du milieu, attendait encore sa consécration sur le plan privé et social. La famille de l'homme d'affaires devait afficher dorénavant toutes les marques extérieures de la prospérité si chèrement acquise par le chef du clan. Lupemba, qui était déjà propriétaire d'un vieux camion, avait les moyens d'agrandir son parc automobile. Il s'acheta une fourgonnette pour le magasin, une Mercedes de couleur rouge cerise pour lui-même et un break jaune canari pour sa femme et ses enfants. Il ne lui restait plus qu'à abandonner la sordide construction en tôle ondulée qui les avait abrités jusque-là, lui et les siens, dans une des communes périphériques de la ville. Un homme de son rang devait obligatoirement s'installer dans un quartier résidentiel. Ayant conservé, malgré son ascension, des goûts et des manières de maquignon, Lupemba trouva plus avantageux de se rendre acquéreur d'une vieille bâtisse croulante, située au beau milieu d'un grand terrain envahi par les herbes folles. Il se propose de l'aménager à sa guise et à moindre frais. Peintres, maçons, plombiers et menuisiers s'y affairèrent pendant plusieurs mois, sous la conduite du propriétaire qui leur tombait sur le dos aux moments les plus inattendus. Lorsqu'il fumait une cigarette derrière un pan de mur, par exemple, ou quand il se disposait à subtiliser une planche, un pot de couleur ou une poignée de clous. Sa perspicacité pour surprendre les défaillances de la main-d'œuvre, réduire les gaspillages et prévenir les vols était sans défaut. Il s'en glorifiait ouvertement. « Je les connais bien, ces salauds. Je ne suis pas noir moi-même pour rien. Tant qu'on les tient à l'œil et qu'on leur chatouille le bas des reins, ils travaillent sans trop faire de bêtises. Mais laissez-leur la bride sur le cou une demi-heure et ils vont s'abandonner à la paresse et accumuler les conneries. Ne faisant pas confiance aux ouvriers, ils ne pouvaient s'en remettre au jugement d'un architecte et aux directives d'un entrepreneur. Ils se passent de l'un et de l'autre, cumulant allègrement leurs fonctions respectives pour mener les travaux à son gré. Les résultats de l'incompétence de cet ancien maraîcher ne se firent pas attendre. Une cloison trop fragile s'écroula. Une porte ouverte dans un couloir sans issue fut condamnée. Les courts-circuits grillaient les fusibles 3 fois par jour, etc. Les ouvriers, trop heureux de prendre cette revanche sur ce patron imbécile et prétentieux, exécutent avec une stricte rigueur ses ordres les plus aberrants. Les catastrophes se succédaient dans la villa livrée aux improvisations démentes d'un propriétaire jaloux de son autorité.
Les déboires ne semblaient pas vouloir lui laisser de répit. Lupemba prit tout de même conscience, après avoir reçu un plafond sur le crâne, de la nécessité d'engager un contremaître expérimenté. Il lui confia, à contre-cœur, le soin d'achever les travaux en cours et de proposer, le cas échéant, les modifications indispensables pour assurer la réalisation de son projet initial. « Mais entendons-nous bien, précisa-t-il, je ne veux pas dépasser le budget prévu. J'ai déjà suffisamment jeté d'argent dans cette baraque. Il vous faudra consentir des sacrifices supplémentaires, patron, si vous tenez à avoir votre maison en parfait état. Je vous ai dit et je vous répète que je ne mettrai pas un franc de plus dans ces briques. Ne comptez sur rien d'autre que ce que j'ai décidé. Vous êtes le contremaître. Débrouillez-vous. Si vous le prenez ainsi, 1 mois plus tard, tout était terminé. Le chef des travaux avait fait diligence, mais n'avait apporté aucun changement notable à l'agencement de la villa et de ses dépendances. Il s'était contenté d'utiliser au plus juste les fonds fournis par Lupemba et achever les travaux mis en chantier. Bien des erreurs et des lacunes subsistent, mais il s'était bien gardé d'y toucher. Au moment où le commerçant et sa famille prirent possession de la villa, la peinture des plafonds commençait déjà à s'écailler. Il manquait des points lumineux un peu partout. L'eau arrivait dans la cuisine, mais non à la salle de bain. Enfin, au bout de 15 jours, la nouvelle fosse septique débordait, transformant une partie du potager en marécage nauséabond. Le plus grave était surtout l'absence de clôture. Il existait primitivement un embryon de haie, plus symbolique qu'utilitaire. Les galopins du quartier la franchissent sans encombre pour venir cueillir les fruits et piétiner les légumes. Lupemba, qui n'avait pas voulu entendre parler de clôture en moellon, ne tarda pas à déplorer des incursions plus sévères dans sa propriété. Il ne s'agissait plus cette fois d'une poignée de gamins effrontés. Une nuit, Lupemba fut réveillé par des bruits suspects en provenance du poulailler. Craignant de tomber sur un groupe de voleurs et recevant peut-être un mauvais coup, il attendit sagement le matin pour aller se rendre compte des dégâts. Il trouva le poulailler vide, 12 poules d'Europe, 5 canards et 7 pintades. Tel était le bilan de la razzia. Lupemba se fit amener 2 grands chiens du village. La semaine suivante, à son lever, c'était un dimanche matin pluvieux, l'infortuné propriétaire constata que la villa avait été cambriolée au cours de la nuit. Le salon, la cuisine et la salle à manger avaient été traversés par une tornade. Meubles, tapis et tentures avaient été emportés. Même les ampoules électriques, les robinets et les appliques murales avaient été dévissés, arrachés. Comme personne n'avait rien entendu et que les chiens n'avaient pas aboyé, Lupemba se mit à la recherche de ses gardiens peu efficaces. Il en trouva un tout raide et froid, étendu devant la porte du garage. Il avait été manifestement empoisonné. Quant à l'autre, on eut beau chercher dans tous les coins et recoins, il avait certainement pris la fuite par une des nombreuses brèches de la haie. Lupemba se vit acculé à entreprendre la construction d'une clôture convenable. Le contremaître auquel il fit appel avait des exigences. On discuta âprement le devis jusqu'à réduire le coût total des 2/3. Quelques semaines plus tard, le domaine était entouré d'une magnifique protection en briques. Malheureusement, les blocs de ciment ayant servi de matériau principal contenaient un trop fort pourcentage de sable. Les briques ne présentaient donc pas toute la dureté souhaitable. Les garnements du quartier y aménagèrent des petites encoches qui devinrent rapidement des trous pour y poser les pieds et faciliter l'escalade. Ce monument n'ayant qu'1,20 m de haut, l'entreprise ne présentait aucun caractère périlleux. Une provocation permanente au contraire pour un garçon souple et décidé. Une semaine plus tard, Lupemba se réveilla une nouvelle fois en pleine nuit, avec une sensation de froid sur la gorge. Il se vit entouré de visages horribles, peu portés à plaisanter. Une machette affûtée comme un rasoir lui agaçait la pomme d'Adam. « Les clés de ta bagnole et ton fric !» commande une voix dure et agressive. « Fais vite ou c'est ta fête !» Un petit bourgeois peureux peut-il faire autre chose que s'exécuter en tremblant dans pareilles circonstances? Le résultat de l'opération est que Lupemba se trouva débarrassé de sa belle Mercedes, de même que d'un portefeuille contenant une somme importante.
Les malandrins avaient réalisé en quelques minutes une excellente affaire. Le lendemain, Lupamba faisait revenir son contremaître, à qui il tint ce surprenant discours. « Mon ami, vous allez me refaire un nouveau mur de clôture. Le soubassement sera en pierre taillée et la hauteur totale de l'ouvrage ne pourra pas être inférieure à 3,50 m. Attention, il me faut des briques en ciment de première qualité. Au fait, pour la muraille, vous me placerez 3 rangées de tessons de bouteilles. Une seule entrée sera aménagée dans cette clôture. Elle sera fermée par un portail en planche de 2 pouces, renforcé par des traverses d'acier. Un judas grillagé y sera percé à environ 1,50 m du sol. Ce sera tout. » Comme le contremaître, qui ne connaissait que trop bien les caprices de son client, ouvrait la bouche pour exiger de fermes garanties, Lupamba le cloua sur place en affirmant avec certitude et autorité « Que cela me coûte les yeux de la tête, cela m'est égal. Il me faut une clôture qui transformera la villa en forteresse pour que je me sente en sécurité. J'espère m'être bien fait comprendre. Je veux du solide et je paierai ce qu'il faudra. »« Ce sera fait comme vous le désirez, patron, » répondit précipitamment l'homme de métier, n'en croyant pas ses oreilles. Quand Lupamba se retrouva un peu plus tard, retranché derrière son rempart de pierres et de béton, hérissé de méchants petits éclats de verre, il respira plus à l'aise. « Maintenant je vais pouvoir dormir en paix », soupira notre homme en se frottant les mains. Il mit néanmoins la dernière touche à ce chef-d'œuvre de sécurité en faisant l'acquisition de 3 gros dogs dont les babines se retrouvent sur des crocs terrifiants. On ne les lâchait que le soir et ils se mettaient alors à tourner en grondant le long du mur qui défiait toute escalade. Lupamba dormit ainsi avec volupté pendant 3 mois. L'incident se produisit un samedi soir, alors que l'heureux petit propriétaire de la forteresse rentrait plus tard qu'à l'accoutumée. Il avait un peu forcé sur le whisky et la bière, en compagnie de quelques relations d'affaires. Il n'avait réussi à se libérer que peu avant minuit. Notre fêtard se retrouva tout idiot, devant le portail hermétiquement clos de sa demeure, en réalisant qu'il avait oublié ou perdu sa clé. Il eut beau cogner comme un sourd et appeler pour qu'on vînt lui ouvrir, seul le hurlement des chiens lui répondit. Il se souvient alors avoir donné congé à son veilleur de nuit. Son épouse, rendue prudente depuis les expériences malheureuses avec les voleurs, s'était sans doute empressée de bloquer le portail à la nuit tombante après avoir lâché les dogs. À présent, elle dormait profondément, et les cris de son mari ne parviendraient pas à la tirer de son sommeil de plomb. S'étant ainsi démené pendant une bonne demi-heure, sans succès, Lupamba se mit à réfléchir. Il n'entrevit que 2 solutions: passer le reste de la nuit dans sa voiture ou escalader la clôture. Dormir sur le siège de son véhicule ne l'emballait pas spécialement. Quant à franchir ces 3,50 m de ciment rugueux, couronné de pointes aiguës, ce n'était pas non plus une expérience de tout repos. D'autant plus qu'il y avait les molosses à amadouer de l'autre côté, Lupamba voulut tenter l'expérience. Étant un homme de ressources, notre intrépide petit bourgeois poussa sa Peugeot jusqu'au pied du mur et se haussa sur le toit. Dans cette position, il dépassait largement de la tête et des épaules le sommet de la muraille. Encore fallait-il éviter de se blesser au tesson de bouteille. Il ôta ses chaussures et sur ses talons écrasa les arêtes les plus dangereuses. Il se débarrassa ensuite de sa veste qu'il plia et posa comme un tapis au sommet du mur pour se préserver des morsures des éclats de verre restants. Au moment où le cambrioleur improvisé tentait un rétablissement acrobatique pour franchir l'obstacle, une patrouille de gendarmes passa dans l'avenue. Coups de sifflet, injonctions impératives, aboiements furieux des chiens des environs et cris d'alarme des veilleurs de nuit des propriétés voisines. Nu-pieds, en chemise et couvert de coupures aux mains et à la poitrine, Lupamba fut pris pour un malfaiteur, cherchant à s'introduire dans une villa luxueuse. Il se fit rosser à mort et ses vêtements furent mis en charpie. Il n'était pas beau à voir quand on le poussa sans douceur dans la camionnette qui devait le déposer à la permanence de gendarmerie la plus proche. Pourtant, il présentait encore de son innocence d'une voix mourante.
On peut voir aujourd'hui dans le quartier de Loua, commune huppée de la capitale, tout au pied de la colline de Ngaliema, au haut de laquelle le regard plonge sur l'un des plus beaux panoramas de Kinshasa, une villa riante, noyée dans les plantes rares et les fleurs. Le petit parc au centre duquel se dissimule à demi cette ravissante demeure n'est entouré d'aucune clôture, si on accepte le petit muret en bricaillon rose qui en fixe les limites et qu'un bambin enjambait en jouant. Vous vous étonnerez peut-être de la confiance naïve des habitants de cette gracieuse résidence, surtout en mesurant du regard la hauteur des murs qui empêchent l'accès des villas voisines. Si on emprunte le petit sentier qui conduit à la porte de cette retraite mystérieuse, on constate que les fenêtres sont protégées par des grilles aux barreaux joliment torsadés. On vous dira, si vous interrogez les voisins, que le propriétaire est un petit homme cassé et souffrant qui aurait subi de terribles épreuves avant de venir se réfugier dans ce havre de paix. On le prétend fortuné et un peu fou. Interminablement, il parle seul d'une voix éteinte. Une forteresse, c'est plus facile d'en sortir que d'y entrer.